D'après Alexandre Bergès, l'escrime tonifie sans déformer le corps féminin et en plus, c'est censé en fait accroître les qualités morales des femmes et accroître leur esprit de répartie également. Je suis Hélène Boudorosé, l'une des commissaires de l'exposition Duel l'art du combat. Et je suis Claire Mille, je suis une historienne spécialisée autour de l'action du genre dans les armes et armures et autour des femmes guerrières. Quand on pense duel, forcément, on pense à beaucoup de représentations masculines. Mais dans cette exposition, il y a aussi des femmes duellistes, des femmes escrimeuses, et en fait, ça dépasse même la question binaire homme-femme. Le duel, c'est aussi une question de genre. Une des difficultés aussi dans cette exposition, c'est qu'il y a des personnages très connus, notamment Julie d'Aubigny, dite la Maupin, mais pour lesquels on n'a aucune trace matérielle. Alors en fait, pour parler d'elle, on a essayé de l'incarner dans ce que nous on appelle des temps forts, c'est-à-dire qu'on a créé en fait un moment, un duel avec Julie d'Aubigny en empruntant des costumes au Centre national des costumes de Moulins. Je vais laisser Claire nous parler de ce fameux personnage qui est la Maupin. La Maupin, Julie d'Aubigny en soi, était non seulement un personnage qui était vraiment, dont l'histoire est un peu à mi-chemin entre la réalité et la fiction, vu le manque de documentation, mais ce qu'on sait, depuis son enfance, elle a été élevée par son père dans les études du roi comme les garçons. Ensuite, après avoir échappé à un mariage franchement ennuyeux, elle s'enfuit en province avec son amant Serran. Et là, elle commence à faire des représentations à l'épée dans les tavernes pour un petit peu gagner sa vie. Et c'est là qu'elle découvre un petit peu cette idée justement de jouer le jeu, de se travestir en garçon, quelque chose qui est un peu une source de tabou à l'époque. Son duel avec Joseph d'Albert de Luynes, elle se retrouve donc dans cette auberge à combattre cet homme qui est blessé à l'épaule, qui pense encore à ce moment-là qu'il s'agit en fait d'un homme. Et ensuite, selon la légende, elle serait ensuite venue le soigner dans sa chambre et aurait révélé sa nature féminine et en aurait fait son amant. Cette histoire donne un petit peu le ton en termes des histoires de Julie d'Aubigny, une femme non seulement avec beaucoup d'amants, mais aussi des amantes, qui aurait apparemment secouru une de ses amantes d'un couvent. Toutes ces histoires un petit peu surréalistes, mais qui montrent aussi un petit peu son désir de transgresser le genre à l'époque. Ici, nous sommes devant une œuvre qui appartient à la Royal Trust Connection anglaise et qui a été réalisée par Alexandre Robineau entre 1787 et 1789 à la demande du prince de Galles et qui représente en fait un duel blanc entre deux grandes personnalités de l'époque, le chevalier de Saint-Georges et la chevalière d'Éon. Alors, qui est le chevalier de Saint-Georges? C'est un homme métis qui est né en Guadeloupe. Le chevalier de Saint-Georges devient une personnalité éminente de son époque, puisqu'en fait, il est à la fois un escrimeur émérite, un violoniste émérite, un compositeur émérite, et également un proche de Marie-Antoinette. Et là, il est opposé à une autre célébrité de l'époque, la chevalière d'Éon. Voilà, on dit la chevalière d'Éon et non pas la chevaleresse d'Éon, parce qu'en réalité, la chevalière d'Éon a commencé sa vie en tant que chevalier d'Éon, a été assigné à la naissance, a été soldat, a été espion, et ensuite, au milieu de sa vie, a pris la décision, en fait, selon elle, voilà, d'utiliser le pronom féminin et d'avoir toujours été une femme. Alors, il y a différentes interprétations à ce sujet, mais quoi qu'il en soit, dans la deuxième moitié de sa vie, au chevalier, elle ajoute chevalière pour montrer un petit peu son positionnement, à la fois ancienne soldate et espionne, et en tant que femme, et qui donc du coup a été élevée depuis son enfance à l'escrime. Elle va s'établir en tant que duelliste, selon la légende, voilà, en tant que personnage que l'on pourrait considérer maintenant en tant que personnage transgenre. Elle aurait provoqué en duel les personnes qui l'insultaient de remarques transphobes, mais aurait aussi pris avantage de son statut quand même assez particulier en tant que femme ouvertement trans à l'époque, et aurait pris part à des combats tels que celui-ci avec son ami le chevalier de Saint-Georges pour un petit peu s'exhiber.
mais elle serait ensuite devenue maîtresse d'armes avec sa propre école en Angleterre. Je tiens juste à dire que pendant ce duel, il semblerait que ce soit la chevalière d'Éon qui l'ait remporté, alors qu'elle avait quand même 20 ans de plus que le chevalier de Saint-Georges, donc qui avait la quarantaine, tandis que la chevalière avait la soixantaine et qu'elle était encore visiblement très très fringante. Voilà. Elle a inspiré quand même Mylène Farmer dans sa chanson « Puisqu'il faut choisir, à mon tour je peux le dire », car toute seule dans son placard, c'était le chevalier d'Éon. Changement d'espace et changement d'époque, là nous sommes au 19e siècle et j'attire votre attention sur ce petit livre d'Alexandre Bergès qui s'intitule « L'escrime et la femme » et qui sert à promouvoir en fait les bienfaits de l'escrime sur le corps féminin. Alors pourquoi? Parce qu'au 19e siècle, on découvre entre guillemets que l'exercice physique c'est bon pour la santé des hommes et des femmes. En fait, la société veut qu'une femme soit tonique, mais pas trop musclée. Et donc, en fait, d'après Alexandre Bergès, l'escrime tonifie sans déformer le corps féminin. Et en plus, c'est censé en fait accroître les qualités morales des femmes et accroître leur esprit de répartie également. Et donc, en fait, l'escrime féminine se développe au 19e siècle et notamment chez les actrices. Et là, je laisse Claire un petit peu vous en parler. Oui, en fait, on retrouve beaucoup d'écoles pour jeunes femmes escrimeuses où ces jeunes filles de bonne famille sont éduquées à l'escrime, mais sont aussi des actrices, des performeuses. Alors parfois, ça a une double fonction. En tant qu'actrice, elle pourrait par exemple être amenée à également faire de l'escrime sur scène et qui parfois portent des costumes qui sont très féminins, très saillants, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec des tenues très très pratiques pour l'escrime, mais qui font joli. Donc on se retrouve encore une fois dans une problématique intéressante par rapport au genre, à la femme et à l'escrime, qui est parfois toujours cette idée de performance et parfois pour un public masculin. Alors Claire nous parlait de la tenue des escrimeuses qui est quand même une tenue très particulière, comme on le voit ici sur cette affiche de Pâle qui utilise la femme escrimeuse pour illustrer un concours d'escrime où a priori il y avait surtout des hommes qui combattaient. Donc une tenue très caractéristique avec un très grand amincissement de la taille. Et en fait un petit cœur extrêmement saillant ici. Donc Claire, si tu veux nous parler de la signification de ce cœur. On retrouve ce point ou ce cœur dans des représentations avant le 19e siècle, mais pas autant que ça. Et soudain, au 19e siècle, début 20e, il y a cette explosion de cœur. On peut attribuer ça à plusieurs choses, mais l'une d'entre elles, c'est un tableau qui est devenu assez célèbre de Béraud, l'escrimeuse. Alors on voit une jeune femme voilà, très souriante, qui est assise, qui ne fait pas du tout d'escrime, et ce petit cœur. Et en fait, cette image a été reproduite des centaines de fois, sinon des milliers de fois, dans différentes situations. Et on se retrouve avec cette image de l'escrimeuse comme un petit peu le bourreau des cœurs, la femme passionnée, ce qui se recoupe au final assez bien avec les documentations de duels qu'on a encore, qui souvent ont été documentées comme des rivalités amoureuses, comme des histoires de cœur au final. En fait, on voit beaucoup de résonance entre le duel même ancien et les questions actuelles, notamment les questions de genre, puisqu'en fait, le duel, c'est une question d'identité. On se définit comme duelliste. Et quand on parle en fait des duels féminins, c'est aussi une question de transgression, parce que comme on l'a dit, en fait, les femmes veulent adopter les mêmes rites que les hommes, mais en fait la société n'accepte pas du tout les duels féminins. Il y a aussi ces questions plus vastes autour de la transgression de genre et le fait que justement tous ces personnages qui ont toujours un petit peu défié en duel les conventions de genre de leur temps servent aussi d'inspiration non seulement aux femmes mais aux membres de la communauté LGBTQI qui essayent de se chercher, de se forger une identité de différentes manières. On a surtout vu pendant le confinement une espèce de résurgence de la fantaisie, des histoires de KPDP, idées d'aventure, de romanesque où au final on peut mieux se trouver à travers le passé et un petit peu jouant avec ces différentes étiquettes.